Donc on va reprendre dès à présent pour la dernière session de l'après-midi sur la mesure et la reconstruction de l'apparence, non pas d'objets en 3D, mais de surface en relief. Et pour débuter, Romain Pakanowski, donc, qui est à l'INRIA Bordeaux, et qui va nous présenter son dispositif là, que vous pouvez voir, qui s'appelle la coupole, et on comprend pourquoi. Et je te laisse la parole. Sophie Daorten et Solène Nieto. Et ce qui nous avait frappé là, sur ces collections de textiles, c'est que c'était en fait assez varié, que c'était difficile à exposer et à valoriser. Et puis, on nous avait évidemment fait remarquer que, comme n'importe quel objet stocké dans des musées, même dans des réserves, ça se dégrade. Et évidemment, la question que se posaient les conservatrices était comment on pourrait finalement préserver l'apparence de nos objets. Et donc, vous vous en doutez, le sujet d'aujourd'hui, est-ce que finalement il y a des solutions numériques? On nous posait la question des acquisitions digitales qui permettraient de répondre à cette question. Alors, on a monté un projet ANR avec le musée, et puis il y a eu 2 partenaires, INRIA à Grenoble avec l'équipe Maverick pour les aspects de modélisation de l'apparence, et puis une société qui s'appelle OCPrint. Et là, il y a un ancien d'OCPrint qui va parler juste après moi, qui, eux, devaient faire des facsimilés en impression 2,5D. Donc nous, on était en charge de construire finalement un dispositif de numérisation d'acquisition de l'apparence. Et pour reprendre le slide d'Antoine Lucas tout à l'heure, l'objectif qualitatif qu'on s'était fixé, c'était finalement, est-ce qu'on est capable de reproduire l'apparence de l'objet à l'écran tel qu'on le voit dans la réalité? Alors évidemment, la question, comme on est dans un contexte patrimonial et archéologique, c'est quelles sont les contraintes pour faire cette acquisition. Et donc évidemment, il n'était pas question d'appliquer des forces mécaniques, ni encore moins d'appliquer des produits chimiques dessus. Donc les histoires de talc, tout ça, que certains vendeurs de scanners 3D vous proposent, ce n'était pas envisageable. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle quand même la pollution optique, avec certaines longueurs d'onde qui abîment les tissus, ou plutôt quand il y a un éclairage trop important, trop long, qui peut aussi finalement abîmer les objets. Alors évidemment, on est parti sur des technologies non invasives, donc tout optique. Donc pour être clair, ce qu'on cherche à faire dans ce projet, quand je parle de notion d'apparence, c'est à la fois la forme et la géométrie d'un objet en 3D et ses propriétés de réflexion, les propriétés du matériau. Et donc ces deux composantes, ce sont des propriétés que j'appelle intrinsèques de l'objet réel, qui permettent après soit de tourner autour, soit de le rééclairer dans un contexte différent que celui de l'acquisition. Alors la réflectance, ce que les spécialistes appellent BRDF, ça décrit, c'est une quantité physique qui décrit le comportement du matériau quand il est éclairé par une source de lumière directionnelle et comment, en fonction de l'observation. Donc pour les gens qui ne sont pas spécialistes, ça va du miroir parfait où la lumière est réfléchie dans une seule direction, à ce qu'on appelle le Lambert, le mat parfait, où là la lumière est réfléchie dans un ensemble de directions de manière uniforme. Et puis entre les 2 cas, on va dire théorique parfait, il y a la vraie vie, donc tout ce qui est brillant. Donc ce qu'il faut comprendre en fait dans ce que la coupole permet de faire, en fait, c'est que ça permet d'acquérir la réflectance, mais sur des objets donc, qui peuvent avoir des variations spatiales. Donc là, vous avez un exemple d'une boucle de ceinture d'un costume d'un général chinois. Et donc il y a des endroits qui finalement sont très brillants, comme les petites boules ici en or, et puis d'autres beaucoup plus mat, comme le velours. Et encore, c'est pas du mat exactement, le velours c'est plus compliqué que ça. Donc voilà, ça c'était, on va dire, les objectifs qualitatifs. Restait à définir les objectifs quantitatifs. Finalement, c'est quoi comment on quantifie la reproduction telle que nous on la voit. Donc c'est quoi finalement les performances du système visuel humain. Et ce qu'on s'était fixé, nous, après une étude un peu dans la littérature, c'est évidemment le système visuel humain, il est sensible aux longueurs d'onde du visible. Et puis, quand on est à peu près à 25 cm, on est capable d'imager dans un cône d'1 degré avec une résolution spatiale de 100 microns. Du coup, une fois qu'on a posé le problème quelles sont un peu les performances qu'on cherche à recréer, on peut essayer de calculer assez rapidement combien il faut de points, combien il faudrait de données pour réussir à faire ça sur un objet.
Alors, imaginons un objet, peu importe d'ailleurs, là, ici, je vous parle on se dit, on veut cette résolution de 100 microns par mètre carré. Donc ça fait environ 1 gigaoctet du mètre carré. Et puis cette résolution angulaire qu'on a fixée ici, ça vous fait 1 milliard de points de mesure par point 3D. Et du coup, ça vous fait quelque chose de l'ordre de 10 exposant 17 points par mètre carré. Donc ça faisait beaucoup. Là, 10 exposant 17, ça commence à faire peur. Et puis pour se donner une idée, on peut se dire aussi que ça fait à peu près presque 382 000 octets ou presque 4 millions de Blu-ray. Donc 4 millions de Blu-ray, c'est une quantité beaucoup trop longue. Et puis on peut faire aussi un calcul cette fois-ci temporel. Et là, on va se dire, finalement, si je faisais 10 000 secondes par mesure, c'est quoi le temps total? C'est quelque chose qui... on ne sera pas là, quoi. Donc voilà, c'était le problème est posé. On voulait quelque chose qui soit précis et rapide. Et on avait donc toutes ces contraintes de préservation. Donc la coupole, dont vous voyez ici une image, c'est le dispositif qu'on a développé avec Antoine Lucas pendant sa thèse, et donc qui se présente comme ceci. Il y a en fait un support, un truc assez classique, sur lequel on va poser un échantillon. Là, c'est un gilet tibétain. Et puis autour, il y a en fait des gros panneaux LED qui permettent de faire de l'éclairage un peu omnidirectionnel, qui fait un peu de toutes les directions. Et puis des LED qui, elles, vont permettre d'éclairer l'objet avec un éclairage très directif cette fois-ci. Il y a un robot qui déplace un outil, alors soit un scanner 3D pour acquérir justement la forme de l'objet, soit une caméra pour justement acquérir les propriétés de réflexion, la réflectance. Alors la coupole, c'est très léger, ça ne pèse que 900 kg, c'est transportable moyennant un camion, et on l'a fait. Et donc voilà, ça tient à peu près dans un cube de 2,50 m de côté. Sur le schéma de principe, la porte qui est ici, évidemment, on peut la baisser une fois qu'on a posé l'objet au centre pour faire la mesure. Alors la mesure se passe en 2 temps. Dans un premier temps, en fait, on va acquérir la géométrie avec le scanner, puis après la réflectance. Alors l'acquisition de la géométrie, c'est un scanner 3D de chez Créaform. Et lui, il utilise en fait des pastilles pour que les 2 caméras 3D puissent repérer où elles sont. Ça projette une ligne laser, c'est assez classique. Et à partir de cette ligne laser, on est capable de récupérer un nuage de points qui lui-même, après, va, par un processus logiciel, créer un maillage avec une certaine précision, une certaine résolution. Alors, ce qu'on avait en fait vu voir venir, c'était que, et ce qui était intéressant avec ce scanner, c'était qu'il y avait une traçabilité métrologique complète. Donc, par rapport à l'Institut national de métrologie, une vitesse de mesure de l'ordre de 30 millions de points, comme j'avais mis, 30 minutes au mètre carré. Et puis, il y avait une différence, évidemment, entre la résolution annoncée par le constructeur et celle qu'on était capable réellement d'exploiter. Donc là, on est arrivé à peu près à 200 microns. Alors, je ne parle pas des normales qui sont peu précises, parce que j'y reviendrai plus tard. Donc le robot, lui, il est en fait surtout été choisi par rapport à sa répétabilité. Il se calibre par une procédure de construction, du constructeur, pardon. Et puis surtout, il a la particularité d'être assez long pour pouvoir aller prendre des photos partout sur le plateau. Alors l'appareil photo pour lequel on a, plutôt le système optique sur lequel on s'est décidé, c'est un système optique en fait qui est plus performant que celui de l'œil. On peut se placer à 30 cm avec un degré d'ouverture, et puis on a à peu près 50 microns de résolution optique. Et en fait, une autre de ces caractéristiques qu'on appréciait, et c'est pour ça qu'on l'a choisi, c'est que sa vitesse d'acquisition est de l'ordre de 100 images secondes, donc avec un capteur de 12 millions de pixels. Donc là, on peut se dire, finalement, c'est pas mal, puisque tout à l'heure, j'avais 10 exposants 17. Là, en 1 seconde, comme je peux faire 100 images, je vais finalement acquérir quelque chose de l'ordre de milliards à la seconde de données. Sauf que même en faisant ça, il faut que vous gardiez à l'esprit que 1 milliard de données à la seconde, pour faire 1 mètre carré, il vous faut quand même 3 ans. Donc voilà, ça reste complexe d'acquérir des données denses, même avec un dispositif que je vais vous montrer après, qui va générer pourtant énormément de données. Donc quand on veut faire une mesure de réflectance moyenne, on allume les panneaux LED et puis le système se met à prendre des photos. Et donc on mesure en gros, si vous voulez, par pixel une couleur moyenne, une réflectance moyenne. Donc ce qu'on a fait avant le confinement, à la fin 2019, c'est qu'on a scanné une dizaine de vêtements du musée d'ethnographie.
Ça a donné lieu à peu près 120 teraoctets de données brutes. Et puis, on a commencé à afficher des premiers résultats sur des maillages qui peuvent osciller entre 20 et 120 millions de polygones. Et ça permet déjà de faire des premières prévisualisations. Alors, si je reprends la ceinture du général chinois, là, par exemple, celui-ci fait 120 millions de polygones. On s'attend quand même, alors pas sur un laptop comme ça, mais sur une bonne machine à 30 images secondes. Et du coup, je vais aussi parler de l'éclairage plutôt maintenant directionnel. Donc, pourquoi on a choisi les LED? Les LED, elles font à peu près 3 mm de côté et surtout, elles n'émettent pas dans les UV, ce qui, par les conservateurs, était une nécessité finalement. Donc, elles émettent quand même de l'énergie et nos calculs ont montré que finalement, un objet, quand on l'éclaire à peu près 20 heures, eh ben, il faut compter 6 mois en fait, de remise dans les réserves, dans les tiroirs et ne plus l'exposer à la lumière. Donc, ça permet donc de faire une acquisition avec une lumière directionnelle. Donc là, la photo prise par la caméra extérieure ne va pas assez vite. Du coup, on a l'impression qu'il y a 2 LED d'allumés, mais ce n'est pas le cas. Et donc, en fait, en temps réel, ça se passe plutôt comme ça. Voilà. Donc, comme tout dispositif de mesure, ça nécessite d'être calibré pour essayer de tracer un peu les incertitudes métrologiques. Et ce qui est important, en fait, c'est pour avoir la meilleure précision, déjà, nous, tout ce qu'on a essayé de faire, c'était d'avoir des instruments répétables. Donc, en gros, on essaye de se dire, via toute cette procédure de calibration, que si on est peu précis, notre calibration, elle va quand même réussir à nous ramener à peu près au centre de la cible pour se donner une image. Alors voilà, ça permet d'établir des incertitudes, mais c'est un travail de longue haleine, évidemment. Alors, la calibration, il y a 2 parties, évidemment. Il y a ce qu'on appelle la calibration géométrique, qui consiste à être capable de repérer où est la caméra, où sont les LED, où est l'objet. Et puis, il y a la calibration radiométrique, qui, en gros, on essaye d'associer une valeur de pixels à de l'énergie. Donc, en calibration radiométrique, on ne fait rien de fantastiquement nouveau. Et donc, je vais plutôt parler de calibration géométrique, parce que, en fait, la partie, je veux dire, qui est un peu différente de ce système d'acquisition, c'est que vous avez des mesures qui proviennent à la fois d'un scanner 3D et d'appareils photo. Et donc, il y a toute une problématique de comment, en gros, on recale, on est capable de reprojeter la photo sur un scan 3D. OK. Alors, donc là, c'est la partie où on fait un peu plus de maths. Donc la problématique, c'est que vous avez sur votre objet, là, posé sur, modélisé si vous voulez par un point S, et puis il a une certaine normale, et tout ça, ça a été mesuré par le scanner 3D dans un certain repère. Et puis vous avez une caméra, elle, qui vient prendre une photo. Et il y a une source de lumière, LED, elle aussi, dont on aimerait bien savoir où est-ce qu'elle est. Et puis la caméra et la lumière, parce que la quantité qu'on cherche à capturer, la BRDF, elle est locale, et bien, il faudrait que le vecteur SC et le vecteur SL soient exprimés dans le même repère. Donc il faut essayer de recaler tout ça. Et donc il y a plusieurs observations à faire sur notre dispositif. C'est que le repère qui est fixe, ou l'un des repères qui est fixe, c'est la base du robot. Le robot, il n'est pas capable de se déplacer, il est fixé. Et donc maintenant, on cherche à savoir où est la caméra par rapport au robot, où est la LED par rapport au robot, et puis évidemment où est l'échantillon par rapport au robot. Donc si on réfléchit déjà au premier problème de se poser la question de où est la caméra, c'est pas si simple, parce qu'en fait la caméra, elle n'est pas au bout du robot exactement, il y a un petit décalage. Donc entre, si vous voulez, la flanche du robot, vraiment le bout du robot et le centre optique calibré, il faut trouver cette transformation. Donc c'est quelque chose je vais expliquer un petit peu comment ça se passe, mais c'est quelque chose en tout cas qui est fixe, cette transformation entre les 2 parties. La caméra elle-même, en fait, on utilise la mire Scharauko dont Morgane a parlé un peu ce matin. Et donc cette mire Scharauko, elle va être prise en photo, elle a une certaine traçabilité métrologique aussi, et elle permet d'avoir un modèle équivalent de caméra. Et donc on va pouvoir, en gros, tirer des rayons et savoir où est la caméra par rapport à la mire. Donc schématiquement, si vous voulez, vous prenez plein de photos de la mire, et puis pour chaque photo de la mire, vous savez où se trouve la caméra par rapport à la mire. Donc ça, c'est bien. Ça permet de faire une première étape. Mais donc, il y a une deuxième étape qui est évidemment de se dire, OK, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était la transformation entre la flanche du robot, le bout du robot, et le centre optique. Donc,
quand on fait des photos en fait, avec la caméra, on sait où est la caméra par rapport à la mire, mais on sait aussi, parce qu'on a en gros les valeurs relevées par le moteur du robot, où se trouvait la flanche du robot, étant donné la position du robot. Donc finalement, on a un lien entre la transformation que l'on cherche, celle de la bride vers la caméra, et les différentes photos qui ont été prises. Et puis évidemment, la transformation qui permet de mettre en gros la mire par rapport au robot, elle est liée en fait à toutes ces transformations-là. Et donc il y a finalement ce produit matriciel pour chacune des photos. Et ça, en fait, ça se résout assez bien. Ça paraît bizarre parce qu'en fait, on a deux inconnus, une à gauche et une à droite de l'équation, mais qui sont liées, qui sont en fait invariantes, quelle que soit la photo prise. Et donc, il y a des solutions géométriques qui permettent de trouver en fait les transformations manquantes. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a trouvé finalement qui était la position de la caméra par rapport à la base du robot. On est très content. Et donc, on pourrait se dire comment on fait pour les LED. En fait, les LED, ça va aller très vite aussi parce que comme vous pouvez photographier les LED, vous pouvez les trianguler et donc remonter à la position des LED aussi. Et donc reste à se poser la question de comment on fait pour finalement trouver la position de l'échantillon, lui, par rapport à la base du robot. Alors la technique qu'on a développée pendant la thèse d'Antoine, c'est de se dire que finalement, les LED, quand vous regardez la mire avec les petites pastilles du scanner, vous pouvez aussi les photographier. Et donc, vous pouvez aussi finalement trouver la triangulation trouvée par la caméra versus celle donnée par le scanner. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous photographiez toutes ces mires, vous les identifiez avec du traitement d'image, et à un moment, vous allez finalement être capable de dire qu'il doit y avoir une transformation rigide qui amène d'un repère à l'autre ces mires. Donc ça c'est ce qui permet de résoudre le problème. Alors, avant de dépasser, parce que je ne sais pas combien de temps j'en suis, je vais faire un bilan rapide pour vous dire un peu qu'est-ce que la coupole est capable de faire en termes de résolution, donc de finesse de détail. Donc, en termes de réflectance, c'est 50 microns sous à peu près en moyenne 0,7 degrés en termes angulaires. En termes de résolution spatiale, en fait, on est limité par le scanner, donc là, on est resté à 200 microns. Et au niveau de la justesse de positionnement, les normales, en fait, on évalue à l'incertitude maximum environ 10 degrés. Et ça, c'est une conséquence directe du fait justement de la précision du scanner 3D. En termes de réflectance, on est à peu près à 300 microns en termes de positionnement. Donc ça, c'est lié à toute la calibration en fait, du système optique plus robot. Et enfin, combien de données on génère ? On génère en lumière ambiante directionnelle à peu près 20 gigaoctets à l'heure. On fait 100 à 750 points de vue à l'heure. Voilà. Et en réflectance, en BRDF, on génère encore plus de données, évidemment 230 gigaoctets à l'heure, avec nettement moins de points de vue, puisque là, on prend une photo pour chaque lumière allumée. Alors, qu'est-ce qu'on fait en ce moment comme travail, la coupole ? On travaille sur les données, et notamment comment faire de la segmentation automatique de BRDF, à savoir retrouver spatialement où sont finalement les mêmes matériaux sur un objet. Et donc, soit à partir des données de réflectance, soit directement à partir des données de réflectivité. Et donc, l'idée qu'on a derrière ça, évidemment, c'est parce qu'on veut compresser les données, mais en gardant le réalisme, pour pouvoir après les afficher en temps réel. Donc, c'est un peu la deuxième partie, c'est est-ce qu'on peut finalement, à terme, avoir des représentations efficaces afin de pouvoir tourner autour, changer l'environnement lumineux. Et donc, on travaille aussi là-dessus sur un aspect multi-résolution, à la fois sur la BRDF et la géométrie. Et alors, d'un point de vue purement plus, on va dire, hardware, cette incertitude de 300 microns dont je parlais, c'est aussi un projet de demi-recherche où on essaye d'améliorer la calibration du système optique plus robotique, avec notamment des idées où on combinerait finalement des mesures de... On va dire que l'idée derrière, c'est pas forcément faire confiance au moteur du robot pour nous donner où est le robot, mais plutôt d'essayer de calibrer ça aussi, son incertitude à lui. Et enfin, le dernier, on va dire, problème qui se pose, c'est en fait être capable de détecter où sont finalement les ombres, pas seulement du robot, mais aussi du câble potentiellement qui alimente la caméra. Alors en termes d'application, on a plusieurs projets qui ont démarré. Un qui est concentré, on va dire, sur le patrimoine africain en Nouvelle-Aquitaine, avec des objets un peu plus divers que juste des textiles.
Et un autre qui, j'espère, va voir le jour avec le musée d'archéologie nationale, qui est de numériser le trésor de Taillac qui est en bas. Voilà. Donc j'ai fini, j'espère que je n'ai pas trop dépassé. Et je voulais remercier évidemment toutes les personnes qui ont travaillé avec moi sur la coupole, qui sont assez nombreuses, et celles qui travaillent encore avec moi, et évidemment les donateurs qui donnent de l'argent pour financer tout ça. Merci beaucoup, Romain. Des questions? Alors, Lou. Merci. Question un peu bête peut-être. Est-ce que la mire sur laquelle vous avez les petites pastilles est présente pendant la mesure? Pas du tout. D'accord. On l'enlève, oui, pardon, je ne l'ai pas dit. Oui. Ouais. Une fois que la phase de géométrie est finie, on l'enlève évidemment. D'accord. C'est-à-dire la phase de géométrie, c'est-à-dire un premier relevé avec cette mire, et après elle est retirée, il y a un scan 3D, ou elle sert à faire le scan 3D? Donc, je pense que Lou parlait de la mire, celle-ci qu'on voit ici. Ouais, ça, cette mire-là, elle est retirée quand on commence à faire des photos pour la réflectance. Elle est uniquement utilisée pour le scan 3D. Pardon? Oui, le scanner en a besoin, effectivement, pour se repérer. Oui. Il n'y a pas de problème de mise au point. Ah, c'est calibré. Hein. Calibré. Elle est calibrée aussi, hein, effectivement. On peut, là, tu as combien de centimètres entre l'objet Je pense que c'est 5 ici. Mais donc, c'est juste une question de calibration, on a une souplesse. Non, mais le scanner, lui, il a pas de problème pour scanner, même s'il a la mire au-dessus de lui. Hein. Il envoie un pattern laser et puis le robot va le bouger dans tous les sens jusqu'à ce qu'on ait à peu près comblé les trous. Une fois qu'on a fait ça, on fait une calibration pour essayer de recaler la calibration dont je parlais, de recaler l'objet par rapport à la base du robot. En gros, on va venir photographier la mire. Et puis une fois qu'on a fini cette calibration-là, on enlève la mire et là, on va prendre des photos de réflectance. Qu'est-ce que tu as comme profondeur de champ quand tu fais des images obliques? Et on est à F8, donc il n'y a pas forcément une profondeur de champ qui est aussi grande que l'objet. Mais ça, en fait, c'est post-traité, c'est-à-dire qu'en fait, en fonction du cercle de confusion et de la confiance que tu veux, tu vas enlever les pixels qui sont trop flous. J'ai une question, c'était est-ce que ça fonctionne pour l'instant que sur les objets plats? Et si on passe sur des objets en volume, je ne sais pas, un vase, est-ce qu'il y a possibilité de mettre une espèce de géobarrière avec le scanner pour éviter qu'il y ait une collision? Alors en fait, l'ingénieur qui a travaillé avec moi pendant 2 ans sur les aspects robotiques, tout cet aspect d'éviter d'aller taper l'objet, c'est déjà pris en compte. Hein. Le robot ne se déplace pas sur l'objet, il sait où est l'objet en fait. Donc il y a un algo d'évitement de collision, etc. Une fois que tu as fait l'enregistrement, est-ce qu'on peut remonter sur un pixel à la BRDF? Ah, j'ai pas compris. Attends. Ouais. Est-ce que sur un pixel, tu peux remonter sur la BRDF mesurée Eh bien, ce sera une BRDF qui sera trop éparse. Il n'y a presque pas assez de... Il faut moyenner sur au moins un triangle de 200 microns, et encore, il n'y a pas beaucoup de points. C'est un peu pour ça que j'expliquais que malgré la densité malgré le volume de données, étant donné la taille de l'objet et les 5 dimensions de la SVBRDF, ça reste sparse. Et donc en général, l'idée, c'est d'être capable de moyenner spatialement sur des zones plus grandes pour retrouver une BRDF, justement. Alors, si l'objet que tu voulais numériser, il est tout petit, on va dire 5 par 5 cm, là, tu pourrais certainement remonter à une BRDF par pixel, moyennant un grand temps d'acquisition. Mais sur des objets de 1 mètre carré, c'est pas possible, en fait. Exactement. Oui, c'est 1 mètre carré max, parce que le support fait 1 mètre carré, pardon. Et on ne peut pas envisager de le mettre vertical, la coupole. J'ai assez de problèmes comme ça. Mais... Et à l'inverse, si tu mets une pastille et que tu la mets à plein d'endroits de la table différentes, tu dois avoir des configurations angulaires beaucoup plus denses.
Donc un objet déplacé plusieurs fois sur le plateau. Alors on peut le faire, mais c'est lourd parce qu'à chaque fois il faut recalibrer où il est en fait l'objet. Alors ce qu'on envisageait éventuellement de faire, c'est parce que le plateau est rotatif, ça se voit pas sur cette photo-là, c'est effectivement de faire tourner l'objet une fois et du coup de calibrer en fait exactement où est l'axe de rotation de la table. Ouais. En fait c'est déjà fait, mais on n'a jamais testé ce que tu proposes. Merci encore, Romain. Merci. Merci beaucoup.